Bonjour ou bonsoir, je suis Hervé Vautrel, professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Faidherbe et Gaston Berger de Lille. Et je mène depuis de nombreuses années des recherches en philosophie morale en venant initialement de la phénoménologie par ma soutenance de thèse sur Sartre. Mon livre qui vient de sortir chez Vrin dans la collection Moments philosophiques s'appelle Vitesse sur le mal, une enquête morale. J'avais publié un ouvrage chez Vrin déjà dans une autre collection, Qu'est-ce que la violence? Et il y a eu un itinéraire de la violence. Je suis passé de la violence au mal, si on peut dire. Il m'a semblé que la question du mal était plus vaste, évidemment, puisque la violence est un sous-ensemble du mal, me semble-t-il, puisqu'il y a des mots non violents. Et donc j'ai un peu élargi la sphère de ma réflexion sur la question plus générale du tort, du dommage, de la nuisance qu'un homme peut infliger à un autre, ou que quelques hommes peuvent infliger à quelques autres. La question du mal est une très vieille question, mais il y a eu une mainmise théologique sur cette question, un accaparement véritablement de la religion qui a imposé des grilles de lecture dans une espèce de situation de quasi-monopole intellectuel. Évidemment, il y a eu la réflexion politique avec Hannah Arendt au XXe siècle, il y a eu aussi une politisation de cette question, mais la métaphysique et la théologie ont un peu dégonflé cette notion, en faisant, chez Augustin par exemple, une privation du bien, une apparence ou une illusion chez Spinoza ou chez d'autres philosophes, un non-être, quoi, enfin, une espèce d'entité sans existence ni consistance. Bref, le mal n'existerait pas vraiment. Il n'aurait qu'une existence d'emprunt, comme une espèce d'indice de dérivation du bien, qui lui serait une pleine positivité. Ce qui va nous amener à la distinction avec le malheur et la malchance, c'est que c'est une notion extrêmement variée, hein, entre le vol et le viol, le chantage et la torture, la guerre et le cambriolage. Il y a une démultiplication fabuleuse, faramineuse des figures du mal. Donc, j'entendais souvent dire que peine perdue de chercher une unité dans cette démultiplication des figures du mal. Ajoutant à cela encore le relativisme ambiant, les étudiants me disent souvent, le mal, ça dépend des gens. Alors, dans le meilleur des cas, ça dépend des cultures, déjà un peu plus intelligent. Ça dépend des situations. Enfin, ce serait un relativisme un peu mou, rien à en tirer, rien à penser. D'autant plus que le déclin de la foi et de la théologie a fait que cette notion est tombée d'elle-même, remplacée par les notions d'injustice, de violence, d'illégitimité et d'autres notions qui ont pris son relais. Une notion qui serait plus tellement sérieuse, la notion pour les grandes occasions, peut-être le mal absolu du nazisme ou des phénomènes comme ça. Donc il fallait réhabiliter cette notion, et le premier risque que j'avais à évincer, c'était l'espèce d'inflation sémantique. Tout peut être appelé du mal, puisque le mal peut même être un adverbe. Je suis mal assis sur cette chaise, enfin pas ici, hein. C'est un exemple. J'ai mal aux dents, la journée commence mal. Donc il fallait ramener le mal à la philosophie morale. Il restait à écrire un traité sur le mal, 8 thèses sur le mal, parce qu'il y a 8 hypothèses successives, dont chacune tient compte de la précédente, et qui forment, à mon sens, une théorie cohérente du mal à la fin. Ce n'est pas huit thèses qui papillonnent, hein. Il y a un fil directeur qui s'étoffe. Il importe de distinguer le mal du malheur et de la malchance, parce que c'est la première source de confusion dans l'opinion commune. C'est-à-dire que ces notions sont voisines, incontestablement, mais j'ai lu chez des auteurs, mais notamment chez Leibniz, avec le mal métaphysique, que le mal désignait toute imperfection de la condition humaine, toute limitation intrinsèque à toute finitude. La mort serait un mal, une catastrophe naturelle serait un mal, une maladie serait un mal. Or, une maladie n'est pas un mal. Avoir un cancer, c'est pas un mal, c'est ni un bien non plus. C'est une maladie, c'est un malheur, c'est une malchance. Le mal suppose une intention de nuire. Un individu s'en prend à un autre, une capacité de nuisance, c'est une affaire d'homme. Il n'y a de mal que par et contre l'homme. Il n'y a pas de mal animal, par exemple. Les animaux font pas de mal, ils sont sauvages, certains, mais ils ne font pas de mal. De même, il n'y a pas de catastrophe naturelle. Ça n'existe pas, les catastrophes naturelles. Toute catastrophe est culturelle ou humaine trop humaine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il n'y a de catastrophe qu'à partir du moment où un séisme ou une avalanche tue des hommes. Si une avalanche a lieu en face de vous, vous êtes en train de skier, une avalanche a lieu sans emporter aucune victime, vous allez voir un beau spectacle de montagne, enfin quelque chose d'impressionnant. En réalité, la nature n'est pas catastrophique en soi. Hein, c'est une redistribution des masses d'êtres, paraît-il même propice à son autorégulation interne. Si quelque chose me frappe, ça n'est pas quelqu'un. Vous voyez, la différence est énorme. Le mal, c'est toujours le fait de quelqu'un, avec la présence nocive d'une subjectivité, pourvue d'intentions mauvaises. Et donc, en dégonflant cette notion très alourdie, disons, le mal redevient, à mon sens, une notion spécifiquement morale.
Dans ma recherche sur le mal, dans ces 8 thèses, il s'agissait d'essayer de trouver des invariants, des mécanismes universels. Alors après, c'est sur un plan formel que je me place. On peut, chaque civilisation, chaque individu, pourquoi pas, mais enfin, chaque civilisation peut donner le contenu qu'il veut. Le mal, c'est tout ce qu'une société désapprouve, hein. Et donc, il me fallait trouver des mécanismes récurrents, des modalités souterraines, parce que sans être inconscientes, mais qui ne sont pas connues du sujet mauvais lui-même. Et l'un des mécanismes, pour donner tout de suite, pour illustrer cette idée de mécanisme un peu souterrain du mal, c'est que le mal est un vol de temps. Le mal est l'octroi d'un surpouvoir. L'homme mauvais s'auto-attribue un pouvoir démesuré, une surpuissance sur autrui. Et dans les ingrédients de ce surpouvoir, il y a le vol de temps. C'est-à-dire que, par exemple, le menteur me fait vivre pour rien. Il me fait vivre selon une version du monde qui n'est pas la bonne. Pendant quelques instants, ça peut être un petit mensonge suivi d'une rétractation de 3 secondes. Hein. C'est pourquoi on peut en vouloir à quelqu'un d'un petit mensonge. Voilà pourquoi. Hein. C'est l'une des raisons. Parce que pendant 3 secondes, ou ça peut être 10 ans, hein, quelqu'un m'a fait vivre selon une version du monde qui n'est pas la bonne. Il m'a fait danser au rythme de ses représentations fantaisistes et m'a fait quitter le monde. Pendant ce temps-là, la temporalité sociale, commune, partagée, il m'a désynchronisé ou asynchronisé et je lui en veux d'avoir vécu selon de ces représentations truquées, puisque nous acceptons de perdre du temps. De prendre notre temps. Mais déjà, nous acceptons nos erreurs et nous n'acceptons pas que les autres commettent des fautes de ce point de vue-là. Mais si je perds de mon temps moi-même, ce sera volontairement. Quelqu'un qui me vole en même temps mon monde. Il recrée un monde à sa fantaisie, en me donnant par exemple une fausse bonne nouvelle ou une fausse mauvaise nouvelle. Alors imaginez, je suis catastrophé parce que je sais pas, la guerre est déclarée quelque part en Europe, on annonce ça. Ah bon? Et puis, mais non, je plaisantais. Et ben, cette rétractation immédiate ne change rien parce que pendant un certain laps de temps, je me suis imaginé l'Europe, enfin la situation du monde autrement. Je me suis fait dérober la signification de mes actes selon une signification qui m'échappe par définition. Voler un objet à quelqu'un, un cambrioleur ou un voleur, me dérobe un bien, il me dérobe une lampe qui éclairait mon bureau, et donc il me vole un temps, puisqu'il me vole le temps d'éclairage de mon bureau par cette lampe, donc je pouvais profiter, et lui, pendant ce temps-là, peut éclairer une pièce avec ça, et c'est un double larcin temporel, puisqu'il m'oblige c'est pour ça que c'est un vol de monde, et un vol d'émotion, il m'oblige à réeffectuer de manière tautologique, comme un bégaiement existentiel, il m'oblige à refaire le même parcours. Je vais devoir aller jeter une lampe qui est la même démarche que j'avais déjà faite par le passé. Donc il s'agit d'un double ou triple larcin temporel. Alors évidemment, tuer un homme, c'est lui prendre son capital de temps. L'esclavage, c'est mener une fausse vie à quelqu'un, le faire mener une non-vie et donc lui prendre son temps intégralement. Un prisonnier qui sort de prison peut très bien dire j'ai payé ma dette à la société. Et donc il a remboursé en temps. Donc on peut rembourser ce temps. Hein. Bouder quelqu'un qui nous a vexés, c'est finalement reprendre un temps qui aurait pu être un temps amical qu'il a gâché. Et puis de toute façon, il frapper quelqu'un et le blesser, il va devoir consacrer du temps à l'hôpital, à la cicatrisation. Il y a le travail de deuil de celui qu'on a agressé, meurtri. Et là, il s'agit effectivement d'immobiliser l'avenir. Toute projection est arrêtée sur image. Je dois revenir au passé. Donc le mal, c'est un retour obligatoire au passé. C'est l'interdiction momentanée de l'avenir. Là, on va considérer avec cette thèse 6 que le mal est fait. On est un peu dans le service après-vente du mal en quelque sorte et on examine les conséquences. Et là encore, de nouveaux mécanismes peuvent être, à mon sens, décelés. Notamment cette opposition entre le bien et le mal. C'est-à-dire que le mal inaugure un cercle vicieux. Il est rare de commettre un mal isolé. Il y a comme une espèce de mécanique fatidique. Alors, c'est pas une fatalité, hein, parce que je m'insurge contre les explications transcendantes, le Dieu, la nécessité, la nature humaine, le mal métaphysique, le mal radical. C'est un livre de matérialisme athée, hein, on peut le dire. Hein. Le mal inaugure une série, d'ailleurs on parle de criminels en série. Un menteur, il doit avoir bonne mémoire, on entend dire souvent, un menteur doit avoir bonne mémoire parce qu'il envoie promener un énoncé dans le monde qui va mener sa vie indépendante. On pourra lui dire 10 ans après, mais tiens, tu avais menti, tu m'avais trahi. On connaît l'histoire de Macbeth chez Shakespeare qui commet meurtre par meurtre pour cacher le précédent. Et donc, il y a d'ailleurs un milieu du mal. Il y a des quartiers chauds, il y a le milieu de la pègre, il y a
a le milieu de la prostitution, il y a le milieu de la drogue, il y a le milieu de... Alors qu'il n'y a pas de milieu du bien, enfin il est partout, hein. On voit bien que quelque part, il y a un cercle vicieux du mal, c'est-à-dire que l'homme mauvais est amené à couvrir, alors il va falloir prendre un exemple, un premier délit par d'autres successifs. Par exemple, le cambrioleur, il doit mettre en contact avec des receleurs, puis des fourgueurs, des gens qui vont fourguer le matériel pour le revendre. Un patron véreux, il va construire une société écran en maquillant les comptes. C'est pourquoi on peut dire de quelqu'un à quelqu'un qui nous est cher, tu tournes mal, tu files un mauvais coton, il est temps de réagir parce qu'il s'engouffre dans cette espèce de mécanisme, de spirale infernale du mal. Puis un autre exemple avec René Girard, la notion de vengeance, enfin, qui a été pensée par Hegel également, où la vengeance n'est pas un acte isolé. Le millième vengeur est exactement dans la même situation que le premier vengeur, dans son bon droit, et il est lui-même, il va faire l'objet d'une vengeance, rien n'a progressé, et là, la spirale, l'aspiration justement par la vengeance, est une espèce de cycle infernal, sans fin, sans raison de s'arrêter à un endroit plutôt qu'à un autre. Bon, on pourrait multiplier les exemples d'engrenage du mal que j'ai repéré. Alors le bien de son côté, justement, il m'a semblé que faisait contraste vivement de ce point de vue-là, puisque le bien est souvent une prouesse isolée. Il n'y a pas dans l'action bonne le moteur intrinsèque de l'action bonne suivante. Rien à faire. Si j'ai ouvert ma porte à l'étranger, j'étais hospitalier, je peux me barricader demain matin. Celui qui dit la vérité peut craquer et mentir à un moment. Et donc, alors c'est le thème de la tentation, mais il n'y a pas de tentation du bien. Vous voyez, il y a une tentation du mal, mais il n'y a pas de tentation du bien. Je disais qu'il n'y a pas de milieu du bien non plus. On voit bien que la vie morale équivaut au travail. Dans le travail, disons laborieux, je dois me forcer, je dois persévérer, je voudrais arrêter, contrairement à un travail passionnant. Et dans la corvée, je dois continuer. Eh bien, d'une certaine façon, le devoir a quelque chose de la corvée de ce point de vue-là, même si on peut le faire avec plaisir régulièrement. Hein. Je dois le faire, donc il y a un moment où c'est contraignant, et il n'y a pas dans l'acte précédent les sources de motivation qui me suffisantes, en tout cas. Évidemment, les gens me sourient, mon acte est applaudi par le groupe social, il peut y avoir une approbation, des satisfactions, mais rien de suffisant pour m'impulser vers l'action suivante. D'où la valeur du bien. On ne comprendrait rien à la morale, à mon sens, et à la supériorité, finalement, logique du bien sur le mal, s'il n'y avait pas un mérite. Et s'il y a une valeur de l'acte bon, c'est qu'il est plus difficile. Le mal est une solution de facilité. Le bien est une solution de difficulté. Il est plus facile de s'énerver, de se mettre en colère, de tout casser, que de parler patiemment, pendant des heures, en argumentant. Il est plus facile de faire la guerre aux pays voisins que d'entretenir des relations culturelles pacifiques, etc. Le mal est plus facile que le bien. Sinon, nous nous en serions débarrassés depuis longtemps. Pour expliquer cette thèse 7, l'avant-dernière, le mal fait parler, le bien fait taire, je voudrais partir d'un peu plus loin, brièvement, hein, du couple du bonheur et du malheur. Il arrive la même chose, analogiquement au bonheur et au malheur, c'est-à-dire que du bonheur on parle peu, le bonheur rend muet, alors que le malheur rend loquace. Hegel disait que les peuples heureux n'ont pas d'histoire, enfin, quand les gens sont heureux, ils n'ont rien à dire, alors que le mal délie les langues, hein, on commence à parler quand les trains n'arrivent pas à l'heure, hein, tant qu'ils sont ponctuels. Le veilleur de nuit qui revient de sa ronde, il va écrire rien à signaler, RAS. On ne va pas détailler par le menu à tous nos amis, c'est même indécent. Quand on est heureux, ah tiens, j'ai encore ce motif de satisfaction. Faire tout un récit, on va être bref, on va dire oui, je passe un bon moment en ce moment, tout va bien. Et bien il en va de même du bien et du mal. Le bien fascine, épate, rend béat d'admiration les légendes des héros, des martyrs, des grands hommes, enfin, nous laisse béat d'admiration. On a l'impression que ce sont soit des personnalités exceptionnelles, le héros est un être exceptionnel et providentiel. On sait très bien pourquoi les gens agissent bien, parce qu'ils font leur devoir. C'est pas mystérieux, ils ont du cran, c'est le brave homme, c'est la bravoure. Alors que le mal délie les langues, le mal est un mystère épais. Pour moi, si j'ai travaillé sur le mal, c'est parce que c'est le plus grand problème de la condition humaine, avec la mort peut-être. Il n'y en a pas de plus important, hein, avec toutes les figures que j'ai citées. Ce serait la question qu'on devrait tous essayer de régler. On essaie de le comprendre, on investit, on a l'analyse. Le mal est le moteur de l'art, peut-on dire. Vous êtes-vous déjà intéressé à un film, un roman, une série, ou un récit où tout se passerait bien, hein, où il n'y aurait pas un seul personnage qui ferait une intrigue, qui serait mal intentionné. Enfin, pour qu'il y ait une intrigue, pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait une malintention, une malévolence, comme on disait au Moyen-Âge. On ne demande pas de justification à l'homme bon. S'imagine-t-on qu'on va dire à quelqu'un, mais qu'est-ce qui t'a pris de nettoyer l'appartement de fond en comble, mais quelle idée t'est passée par la tête de
de sauver ce malheureux et de l'aider. Alors que, évidemment, on va demander ces justifications aux malveillants, aux mal agissants, parce que l'apparence du bien et la transparence, en quelque sorte. Les hommes qui agissent bien. Et quand on fait son devoir, il faudrait distinguer bien et devoir. Mais on peut dire qu'en tout cas, le devoir, c'est à peu près la même chose. Dans le devoir, on est fade, on est anonyme. Le mal est nominatif. Quand j'agis du mal, je suis quelqu'un. Quand je fraude le métro, je suis quelqu'un. J'existe. J'ai un prénom. Quand je paye le métro, je fais comme tout le monde. Donc le devoir, c'est de l'anonymisation des individus. C'est faire comme tout le monde. Si je bouscule quelqu'un dans le métro, n'importe qui bousculant quelqu'un dans le métro va dire « excusez-moi ». Alors parfois, la personne attend et regarde au moins un sourire, un regard ou cette phrase. Et le devoir est très codifié. Vous n'allez pas dire « excuse-moi » à quelqu'un qui vous dit bonjour ou pardon à quelqu'un qui vous qui vous prête un objet. On voit bien que tout ça est très codifié, très précisé. Donc il n'y a pas d'inventivité dans le devoir. Le devoir il y a une attente du groupe social et donc le devoir ne fait pas de nous des personnes. C'est le mal finalement. D'où la fascination pour le mal, la fascination artistique, la fascination anthropologique ou philosophique bien sûr. Le mal nous intéresse plus. Ma 8e hypothèse passe du mal relatif au mal absolu. En général, le mal est relatif. Mais là, évidemment, le mal absolu de la barbarie, hein, je traite là de la barbarie, mais ça peut être aussi la cruauté, la perversité éventuellement, mais pose d'autres mécanismes. Voilà, les mécanismes ne sont plus les mêmes. Là, on change de catégorie totalement. Un isolat véritablement, le mal absolu, le mal extrême et ultime. Et j'ai trouvé, à mon sens, 4 sous-thèses, si on peut dire, 4 mécanismes. Le premier, ce serait l'appauvrissement de la notion d'humanité. Alors celui-là, je pense que c'est le plus évident, enfin le plus simple. Ça part de la notion de crime contre l'humanité, c'est-à-dire que le méchant absolu, si on peut dire, étouffe la notion d'humanité, alors que le bien absolu, inversement, étoffe l'humanité, pourrait-on dire. C'est-à-dire que une humanité sans juifs, le projet d'une humanité sans Tutsi, sans bourgeois aussi, chez Staline ou Mao, d'une certaine façon, le mal absolu, c'est de faire disparaître un pan qui fait la richesse et la diversité de l'humanité. Après le passage du mal absolu, dont heureusement les tentatives en général échouent, il y a une catégorie, il y a une manière, un mode d'être humain qui, dans le projet, était de le faire dépérir et de l'abolir. La résistance du bien absolu, consiste à dire c'est monde contre monde. Je maintiens, on résiste à la barbarie, ça veut dire qu'on résiste à l'appauvrissement de la notion d'humanité. Donc un crime contre l'humanité qui n'est pas le fait de s'attaquer à 8 milliards et demi de personnes, évidemment. C'est un crime contre l'idée d'humanité. Et moi, je la comprends vraiment telle qu'elle, c'est-à-dire contre une manière de s'en prendre vraiment au concept, en disant, voilà, je veux enlever une tranche, quoi. Il y a une tranche de l'humanité qui ne me convient pas, et le barbare se donne cet objectif-là. Il y a un deuxième mécanisme qui s'appelle l'inversion polaire des valeurs. Le barbare prend le bien pour le mal et le mal pour le bien. Il a fait une inversion polaire comme sur une pile, enfin, il confond les deux pôles, ce qui veut dire que le méchant absolu, le mal absolu, on le comprend par le remords de ne pas avoir assez tué. C'est pour ça que c'est pas du mal relatif, parce que dans le mal relatif, on peut encore raisonner la personne. C'est-à-dire que le mal absolu propose des thèses, écrit des livres. Le pire dans le mal, c'est qu'il puisse devenir intelligent. Si le mal n'était composé que de bêtes brutes, la victoire contre le mal serait facile et il n'y aurait pas de mal absolu. Ce mal qui résonne ou qui déraisonne, il procède sincèrement, peut-être sa seule qualité, si on peut dire, c'est à l'inversion polaire des valeurs. La déréalisation du crime, alors, c'est une manière d'interroger la technologie, parce que le XXe siècle a été le siècle de la barbarie, enfin du mal absolu par excellence. Il a toujours existé le mal absolu, mais quand même là, quel déferlement d'Auschwitz à Hiroshima, mais ça a été le siècle de la technologie aussi. C'est un hasard? Je ne le crois pas. Il y a un lien intrinsèque entre les deux, c'est-à-dire que la machine interpose entre le criminel et ses victimes, un système de courroie de transmission, de médiation, enfin, c'est le sniper, c'est celui qui pilote un drone à distance. Ça existait déjà avec le canon et la catapulte, pourrions-nous dire, mais tout de même, les technologies permettent d'interposer une distance très grande et un temps parfois très grand entre l'auteur du crime et ses victimes, et de déréaliser le crime. D'ailleurs, le pilote qui a bombardé Hiroshima, il ne savait pas, il savait qu'il avait une bombe très forte, mais il ne savait pas que c'était d'une telle ampleur. La production maléfique d'un savoir indésirable. C'est-à-dire que le savoir est désirable normalement, même si on n'est pas tous astrophysiciens ou géologues. N'empêche qu'on sait que l'astrophysique ou la géologie sont désirables, sont des connaissances qui sont les bienvenues,
étoffent les encyclopédies, qui font l'objet de recherches sérieuses et qui sont des disciplines passionnantes pour celui qui se plonge dedans. Le savoir est désirable par définition, même si soi-même on peut ne pas le désirer, tel ou tel savoir. Alors là, on arrive vraiment à l'absolu du mal absolu, si je puis dire. Ce sont les expérimentations sur des cobayes humains. On est dans peut-être dans ce que l'homme a pu produire de pire et qui produit un savoir. Hein. Par exemple, combien de temps un homme privé de ses paupières met-il à devenir aveugle? Sous la dictature de Salazar au Portugal, un homme à coup de seau d'eau a été privé de sommeil pendant 7 jours et le résultat c'était qu'il avait les cheveux blancs. Il avait 20-30 ans. À Auschwitz, à Dachau, à Buchenwald, il y a eu des expérimentations toutes plus horrifiques les unes les autres dans ces laboratoires crépusculaires de la laideur humaine. Les médecins de la mort prennent des notes, font un suivi impitoyable et ça donne l'objet d'un savoir. Et donc c'est un savoir dont on ne doit jamais vouloir. Je ne veux pas le savoir. Vous voyez, cette phrase-là, elle est détestable. J'ai toujours détesté. Je ne veux pas du savoir. J'entends ça aujourd'hui, pas quand j'étais enfant, mais le savoir, on en veut. On sait que d'autres en veulent et qu'il est respectable. Mais là, celui-là, on n'en veut pas. Cet almanach des hécatombes ne doit jamais figurer dans les encyclopédies de la connaissance humaine. Ce savoir-là, irrespirable, est indésirable. Tout ça a donné lieu à un certain nombre de notations. Je ne vois pas d'autres exceptions. Et on voit bien là le mal absolu. C'est une objection morale, mais c'est un savoir qui définitivement doit rester, que les bourreaux le gardent pour eux. On n'en veut pas.